Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être présent parmi vous ce soir pour faire cette conférence qui va durer à peu près 1 heure. Alors, ça sera en 2 parties, 1 heure de conférence et puis après, on laissera une bonne demi-heure pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça va bien? Delphine, c'est OK? C'est parfait. Très bien, très bien. Alors, sans plus tarder, comme on a plein de choses à voir ensemble, on va commencer dès maintenant ce webinaire, cette conférence. Alors, vous avez pu voir sur le titre, on parle d'intelligence artificielle. Évidemment, je vais faire un zoom particulier avec ChatGPT, mais ça peut être aujourd'hui ChatGPT et dans 6 mois, 2, 3, 4 autres IA. L'important, c'est que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, l'IA est en train de tout bouleverser et que ce soit ChatGPT ou autre chose, il y a absolument aujourd'hui un champ des possibles absolument incroyable. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon écran et on va se lancer dans cette conférence ChatGPT. Alors, c'est parti. Je vous présente ici mon écran que vous allez voir dans quelques instants. C'est donc parti pour cette conférence sur l'IA et ChatGPT. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette conférence, évidemment, vous êtes très nombreux, hein, vous êtes très nombreux, aussi bien en présentiel qu'à distance. Et donc, il faut qu'on puisse répondre un peu à toutes les envies, tous les besoins, toutes les attentes de chacun. Donc, certainement, parmi vous, il peut y avoir peut-être déjà des experts de ChatGPT, de l'IA en général, et puis peut-être que certains n'ont même pas eu en fait un login, un mot de passe pour ChatGPT. Donc, je vais essayer de vous amener dans cette heure le maximum de choses et j'espère que ça permettra pour les débutants d'avoir plein d'informations et pour ceux qui sont déjà plus avancés, j'espère aussi vous apporter de la valeur dans cette construction. Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer par une petite musique. Dites-moi ici si ça résonne en vous quelque chose. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, ce film, c'est un film qui a été réalisé en 1968. Et c'est un film de Stanley Kubrick. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ce film, alors on va couper le son, ce film, en fait, en 68, c'était un des premiers films de science-fiction où on parle d'IA. Alors, pour ceux qui l'ont vu, alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder, c'est un film formidable. Et ceux qui l'ont vu se rappellent de ce fameux Hall qui est en fait une IA. Et voilà, donc il se passe plein de choses. Je ne vais pas vous spoiler le film, évidemment. Mais déjà, en 68, vous vous rendez compte, on parlait déjà des dérives potentielles de l'IA, avec le fait que l'IA puisse remplacer certaines tâches humaines, prendre des décisions, etc. etc. Donc, c'est un film d'anticipation absolument incroyable. Alors, autre chose ici, alors ça va rappeler à certains des bons souvenirs, et peut-être même que je vais vous mettre dans la tête cette petite musique pour toute la soirée. Alors, pour le plaisir, je vous laisse quelques instants à écouter cette musique. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Voilà, alors je passe pour que vous ayez ça rapidement, mais pourquoi je vous la montre avant cette slide-là, c'est qu'il y a eu quelques séries, quelques films dans les années 80 qui montraient que les IA pouvaient aider les humains dans différentes choses. Donc, il y a eu quelques séries, quelques films qui ont montré cet aspect positif. Mais si vous prenez du recul par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, en fait, depuis une trentaine d'années, presque 40 ans, la plupart des séries, la plupart des films nous présentent l'IA sous un angle plutôt négatif. Sur un angle où, en fait, qui est plutôt anxiogène, ça veut dire qu'on a le sentiment un peu diffus que les IA sont en train un petit peu de prendre dans notre vie une place particulière. Alors, Matrix, Blade Runner, Terminator, etc., etc., ça vous parle pour beaucoup d'entre vous. Et à chaque fois, si on regarde un peu ces films d'anticipation, on voit que l'IA est d'abord vue comme quelque chose de négatif. Alors, loin de moi l'idée que pendant cette heure qu'on va passer ensemble, je puisse vous dire l'IA, c'est formidable, il n'y a pas de problème, ou à l'inverse, l'IA, c'est une catastrophe et donc c'est l'apocalypse qui va arriver. Pas du tout. Je vais être le plus mesuré en vous donnant des exemples les plus concrets pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais évidemment, ce serait de mentir que de dire que l'IA ne va pas impacter nos vies. Elle le fait déjà aujourd'hui, mais demain,
elle va impacter très fortement nos vies. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu ensemble aujourd'hui, ce soir, pour que vous puissiez sentir les impacts potentiels dans vos vies professionnelles. Alors, comment on en est arrivé là? Comment on peut aujourd'hui parler autant de l'IA, sachant que l'IA existe depuis très, très longtemps? En fait, il y a deux types de raisons. Il y a des raisons techniques et donc des raisons humaines. Alors, cette raison, d'abord, elle est liée à l'accélération des fameuses révolutions industrielles. Alors, petit historique très rapide, hein, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur le management, mais la première révolution industrielle, c'est fin 18e, hein, pour la machine à vapeur. Ça permet en fait dans l'histoire de l'humain, pour la première fois de l'histoire humaine, on apporte une énergie, la force vapeur, qui permet d'amener une énergie tellement incroyable qu'elle bouleverse les modes de production. L'artisan classique est bouleversé par cet apport d'énergie incroyable. 100 ans plus tard, deuxième révolution, c'est un prolongement sur le côté énergétique, puisque le pétrole arrive et l'électricité arrive partout, donc en complément de la vapeur largement. Et deux, on parle de production de masse. Alors vous avez tous entendu à l'école notamment Ford, qui a inventé quelque part le taylorisme avec le découpage des tâches. Et donc là, c'est l'avènement de cette deuxième révolution, qui est une révolution de production de masse, avec l'arrivée massive d'énergie comme les hydrocarbures et puis donc l'électricité. Troisième révolution, c'est celle de 1970. C'est ce que j'appellerais moi l'impact massif sur l'école bleue. Rappelez-vous, en France notamment, mais pas que, eh bien, dans les années 70, il y a eu beaucoup de robots apportés dans les usines, dans les entreprises. Et donc, ça a bouleversé complètement les modes de travail des collaborateurs. Et donc là, il y a eu quand même beaucoup de cols bleus qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû se refaire des formations autres parce que toute la partie robotique amenait ce découpage des tâches de façon automatisée. Et en plus de la robotique, est arrivée l'informatique avec les gros systèmes, hein, système IBM, Bull, dans les années 70, qui a permis à la robotique de prendre aussi son essor. Et puis enfin, quatrième révolution, en 2000, c'est la révolution d'Internet. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelait avant les NTIC, qu'on dit maintenant les TIC, hein, technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est Internet qui permet à une entreprise d'avoir un écosystème avec ses clients, ses fournisseurs, qui soit complètement en fait ouvert, alors qu'avant c'était tout cloisonné. Et puis voilà, aujourd'hui on peut parler d'une cinquième révolution. Alors c'est moi qui vous l'ai dit, hein, c'est pas écrit encore dans les livres de management de dire que on vit une cinquième révolution, mais moi qui donne des conférences sur l'industrie du futur notamment, avec ces 4 révolutions, moi je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on peut considérer que c'est le virage de l'IA. Pourquoi c'est le virage de l'IA? Parce qu'elle est rentrée, on va le voir après, dans les mœurs un peu de centaines de milliers de gens aujourd'hui en France et de millions dans le monde. Alors, les raisons techniques, il y en a 3. D'abord, les algorithmes. Alors, l'algorithme, hein, c'est un programme informatique qui permet de pouvoir créer des systèmes extrêmement intéressants, puissants, complexes, pour faire des choses. Donc, l'algorithme, c'est un logiciel assez complexe, très pointu, pour faire des choses. Donc, on a fait beaucoup d'avancées dans les langages de programmation depuis maintenant une trentaine d'années. Deuxième point important, c'est la puissance de calcul qui est aujourd'hui absolument considérable. Les serveurs qu'on peut trouver, par exemple, aujourd'hui dans les salles serveurs des entreprises sont des serveurs qui ont une puissance absolument phénoménale. Et puis, deuxième élément, c'est le big data. Big data, mais comme son nom l'indique, c'est beaucoup de données. Depuis des années, l'IA existe, sauf qu'elle n'était pas nourrie suffisamment par la data, par la donnée. Aujourd'hui, en fait, c'était une des éléments fondamentaux qui a permis cette IA générative, c'est qu'elle est nourrie par des quantités de données qui sont juste phénoménales. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je mets dès maintenant dans votre tête, à l'esprit, que la puissance de calcul, ce n'est que le début, puisque les serveurs actuels n'ont pas encore connu la révolution de l'ordinateur quantique, qui est en train d'arriver dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans qui viennent. Le quantique va permettre de faire x10, x100, x1000 sur les puissances de calcul des serveurs les plus puissants d'aujourd'hui. Et donc là, l'IA, elle va encore après passer un coup d'accélérateur. Et le troisième élément, évidemment, mais ça va de pair, c'est l'investissement massif qui est donné aujourd'hui à l'IA depuis une vingtaine d'années, depuis 10 ans en particulier. Et puis les raisons humaines, alors nous les humains, on aime le progrès continu. On aime bien, et c'est normal, hein, c'est dans la nature humaine, d'avoir cette capacité à pouvoir inventer des choses pour notre vie de tous les jours. Et on a une recherche en nous, on a une recherche
qui est la recherche du confort et surtout de la facilité. Alors, le confort, c'est normal, mais parfois, quand ça va trop loin, eh bien, ça nous emmène sur des choses un peu de facilité dans nos quotidiens. Et là, vous allez le voir, l'IA impacte complètement ce raisonnement sur la facilité. Et puis enfin, l'appât du gain, parce que l'IA aujourd'hui, c'est le nouvel Eldorado pour beaucoup d'entreprises. L'IA a une capacité à fournir des opportunités comme on a rarement connu depuis une dizaine d'années. Et donc là, on est en train de vivre en ce moment une période extrêmement riche en termes d'opportunités. Donc voilà, les gains financiers. Alors, je pourrais vous donner 20, 30, 40 exemples de révolutions. Beaucoup de gens experts de l'IA disent l'IA, ce n'est pas une révolution, ça existe depuis 10 ans dans les laboratoires d'IA, les langages comme on le fait aujourd'hui avec ChatGPT, ce qu'on appelle l'IA générative qui crée du texte, ça existe depuis très longtemps, depuis 5 ans, 10 ans partout. Oui, sauf que la différence, c'est que depuis novembre 2022, elle est rentrée dans la vie de dizaines de millions de personnes, et même bientôt de centaines de millions, puisqu'on est à 250 millions juste pour ChatGPT. Donc c'est considérable depuis novembre 2022. Quand on parle de révolution, on parle de révolution d'usage. Je vais prendre ici 4 exemples très concrets. L'imprimerie, l'imprimerie a complètement bouleversé le fait de créer des livres à la main. Le business model a complètement changé à partir de ce moment-là. Idem pour l'agriculture. Le premier tracteur en France, c'est 1948. Qui imaginerait aujourd'hui, en France, de faire 10, 20, 30, 50 hectares, 100 hectares sans tracteur? Ça n'a pas de sens. C'est une révolution d'usage. L'électricité, c'est pareil, ça a tout remis en cause sur tous les sujets. Idem pour les PC qui ont remplacé toutes les machines à écrire. En fait, quand on parle de révolution, on parle bien d'usage. Et c'est ce que fait aujourd'hui les IA. C'est qu'il y a une révolution d'usage sur tous les secteurs, comme rarement l'humain a connu en termes de temps aussi raccourci. Alors, j'ai envie de vous parler de philosophie. Vous allez me dire, mais pourquoi on va parler de philosophie en lien avec l'IA? Bon, je peux vous parler de Montaigne, de Rousseau et de Spinoza. En fait, il y a un lien avec tous ces gens-là parce que, vous voyez, Rousseau, dans le siècle des Lumières, avec Diderot, etc., ces siècles de Lumière, ils ont évoqué quoi? Ils ont évoqué notamment le sens de l'esprit critique. Et ils ont aussi évoqué le fait que l'humain était dans cette envie de progrès continu, mais également parfois de recherche de confort qui pouvait les amener parfois à être un peu en régression sur les apprentissages. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de faire ce parallèle aujourd'hui avec l'IA. Et le plus simple, c'est de demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Alors, je vais prendre ici un texte que j'ai déjà rédigé et je vais lancer ici ChatGPT et lui poser la question directement. Alors, je vais un tout petit peu grossir. Je suis déjà bien ici, c'est parfait. Alors, voici la question que je pose, voici le contexte. Dans notre monde qui évolue aujourd'hui vers l'intelligence artificielle, donne-moi ton analyse au sujet de la recherche de confort et de facilité des humains. Fais-moi le lien avec les pensées de Montaigne, Rousseau et Spinoza. Endosse le rôle d'un philosophe et fais-moi un texte en t'appuyant sur les sciences de l'éducation pour être le plus pédagogue. Tu finiras par une conclusion sur le lien avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et je vais lui dire, fais-moi un texte de 50 lignes maximum. C'est parti. Donc là, en fait, je lance le modèle qui est le 3.5. C'est le modèle gratuit. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte ChatGPT, ce que je fais là, c'est complètement gratuit. D'accord? Alors, là, vous voyez, je suis sur la réponse que me propose ChatGPT. Alors, avant que j'aille un peu plus dans le détail de sa réponse, juste pour vous dire que ce n'est pas anodin que je vous ai montré ce prompt. On appelle ça un prompt. Hein, on va revenir après dessus. Vous voyez, ce prompt, il est assez évolué. Et en fait, je lui donne un contexte. Je lui dis, voilà, donc on évolue dans l'IA aujourd'hui et je veux ton analyse sur ceci et cela. Donc le sujet, fais-le en tant que philosophe et qui s'appuie sur les sciences de l'éducation. En fait, je lui donne un contexte très précis pour être le plus pertinent possible. Aujourd'hui, vous entendez autour de vous, peut-être certains d'entre vous le pensent, j'ai eu des réponses de ChatGPT qui sont vraiment pas très bonnes. C'est qu'en fait, le questionnement qu'on lui fait, il est peut-être pas très bon en fait au départ. Donc, plus son prompt est précis, on le verra après, différentes méthodes et techniques, meilleures sont les réponses. Et là, vous voyez, ChatGPT 3.5, donc celle de novembre 2022, elle me fait ici une approche d'analyse en me disant, mais voilà l'évolution de l'homme vers l'IA,
entre confort, facilité, réflexion philosophique. Donc, il a fait ici une introduction, un développement. Il me parle de Rousseau, il me parle de Spinoza, il me parle de Montaigne, comme je lui ai demandé. Et puis, à la fin, voilà, il me fait une petite conclusion. Voilà. Alors, je voulais lire la petite conclusion qui est intéressante ici. Il fait à chaque fois un truc différent. Hein. Ce n'est pas du tout copier-coller, c'est vraiment à chaque fois très différent. Et donc, voilà ce qu'il dit. Ainsi, plutôt que de céder aveuglément à la recherche de confort facilité, nous devrions nous appuyer sur l'enseignement de Montaigne, Rousseau et Spinoza pour cultiver l'esprit critique, développer la capacité à penser par nous-mêmes et maintenir une réflexion active sur la relation avec l'IA. Voilà. Donc, en fait, l'IA, là, de ChatGPT, propose que nous ayons un esprit critique par rapport à l'IA, et vous voyez, en lien avec les philosophes que j'ai pu indiquer. Donc, voilà pour ceux qui n'ont pas du tout connu ChatGPT, voilà une première approche qui est, vous voyez, une approche en matière où je voulais lier la philosophie avec l'IA. Alors là, je vous ai montré le 3.5. La version 4, pour ceux qui ont la version payante, va beaucoup plus loin en termes d'analyse très fine, en termes de contenu. Je vais revenir ici sur ma présentation. Alors, comment ça marche, ChatGPT? Déjà, GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. En gros, c'est une technique de traitement du langage. On dit aussi Natural Language Processing, une NLP. Ça marche comment? Ça marche par la création d'une probabilité de mots qui vont arriver les uns après les autres. Dans ce monde aujourd'hui de l'IA, il y a deux mastodontes qui vont s'affronter à la lutte, à la mort peut-être, je ne sais pas, entre Microsoft, avec justement OpenAI, hein, qui édite la solution de ChatGPT, et Alphabet, qui est en fait la maison mère de Google, et notamment avec Bard AI. D'ailleurs, Bard, qui est la partie AI de Google, n'était pas prévu tout de suite. Ils ont accéléré le mouvement pour pouvoir concurrencer en fait Microsoft, qui avait mis 10 milliards, là, il y a quelques mois, a mis 10 milliards de dollars dans OpenAI, qui édite ChatGPT. Alors, très rapidement, l'historique, en fait, le terme d'IA, ça vient après la guerre, en 1956. C'est les premiers cours qu'on peut trouver en conférence aux États-Unis, c'est 1956. Alors en fait, le point de départ de l'IA, ce n'est pas le seul, mais c'est un des points de départ intéressants. Ceux qui ont pu voir peut-être le film de Alan Turing, c'est un scientifique britannique qui a participé au décryptage d'Enigma. Enigma, vous savez, c'est la machine des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Alan Turing était dans une équipe pour essayer de décrypter Enigma pour pouvoir voir tous les messages que les Allemands pouvaient envoyer. Et donc, ça a été des éléments précurseurs à l'analyse de mathématiques qu'on pouvait faire plus tard ensuite sur la partie IA. Donc, vraiment, Alan Turing, c'est un des pères, ce n'est pas le seul, mais un des pères fondateurs de l'IA. 56, on commence à parler d'IA dans les cours, et après, donc, tout s'accélère. Mais je dirais que jusque dans les années 2000, les progrès ont existé très fortement, mais elles ont été vraiment accélérées depuis les années 2000-2005. OpenAI, c'est très récent, vous pouvez le voir. La version ChatGPT bêta, c'était en 2020. Et donc là, 2023, il y a Microsoft qui a investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI. C'est absolument considérable. Alors, quand on parle d'IA, on parle de réseaux de neurones. Pourquoi on parle de ça? En fait, les réseaux de neurones, pour la partie IA, c'est un peu comme un cerveau. On se base en fait sur la capacité du cerveau. Quand nous-mêmes, en tant qu'humains, on a un cerveau avec des neurones, on a plein de synapses, etc. Eh bien, l'IA aujourd'hui, elle est faite un peu comme nous. Alors, ça fait un peu stressant de dire ça, mais c'est un peu comme ça. Et le réseau neuronal, c'est comme un circuit. Hein, il y a plusieurs couches, des étapes, enfin, comme notre cerveau. Et donc, depuis les années 2000, 2005, les informaticiens se sont mis avec des gens qui sont des neurologues, qui travaillent dans les neurosciences, pour essayer de voir comment nous, notre cerveau humain, il est câblé, comment il fonctionne en termes d'analyse, pour essayer de faire des algorithmes, des programmes, pour essayer de faire en sorte qu'une IA puisse avoir la même approche, la même réflexion. Donc l'avantage, c'est que le traitement du langage naturel, ça permet aux ordinateurs de comprendre et analyser le langage plus rapidement que l'humain, mais dans un contexte assez proche de l'humain. Alors nous, on a, ça dépend, mais à peu près, au milliard près, 86 milliards de neurones. Par comparaison, le chat en a 1 milliard de neurones. Alors, ce n'est pas que les neurones qui font l'intelligence, hein, d'accord? Il y a aussi le rapport poids, nombre de neurones, etc. Bref, en tout cas, on a plein de neurones, et ces neurones, avec les synapses, sont interconnectés, et dedans, ce sont que des signaux électriques. Et donc, c'est pour ça que, et je fais une petite parenthèse, je le fais dès maintenant, ça sera fait, c'est pour ça que des personnes comme Elon Musk, qu'on l'adore
ou qu'on le déteste, est en train aujourd'hui d'avancer de façon prodigieuse sur la capacité de pouvoir, avec Neuralink notamment, vous devez connaître ce terme-là, de pouvoir avoir cette interface avec en fait des éléments implantés dans le cerveau potentiellement, pour ceux qui le souhaiteront demain, peut-être parmi vous, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, en tout cas à très court terme, et pouvoir capter les fameux signaux électriques. Parce que en fait, notre cerveau, c'est que ça, ce sont des signaux électriques qui se baladent, et avec les synapses, il y a des connexions qui se font. Alors, je vais passer très rapidement parce que le but, c'est de vous montrer des choses très concrètes sur le côté prompt, etc. Mais sachez qu'il y a 2 éléments fondamentaux de l'IA. Il y a le contexte de machine learning et de deep learning. Alors, ce sont 2 domaines de l'intelligence artificielle, mais si on l'expliquait de façon simple, et d'ailleurs ChatGPT permet de le faire de façon simple, en disant « explique-moi ça comme à un enfant », on peut dire que le machine learning, c'est un peu en faisant des choses simples. Vous voyez, c'est blanc, c'est noir. On apprend par itération au fur et à mesure. Donc, avec des expériences, on apprend au fur et à mesure. Mais le machine learning ne permet pas d'aller très vite et très loin dans l'IA en termes de compréhension. Imaginez que demain, vous souhaitiez faire un petit, comme on dit aujourd'hui, un chatbot qui répond à des questions qu'on vous pose. Eh bien, il faudrait que vous puissiez proposer 1000, 2000, 3000 questions et donner derrière toutes les questions potentielles en lien avec les questions. C'est très difficile. Il faut vraiment avoir toute cette arborescence complète. Le deep learning change un peu la donne. Donc, c'est une sous-discipline du machine learning qui permet de faire des choses plutôt par couche, avec beaucoup plus d'éléments de comparaison. Et il apprend beaucoup plus vite, et il apprend surtout avec des datas qui sont beaucoup plus conséquentes. Un peu comme nous, quand on est humain, on apprend à reconnaître des chiens, des chats par des caractéristiques très, très différentes, le museau, la queue, les oreilles, etc. Le deep learning permet d'aller très, très vite dans la compréhension parce qu'il y a des systèmes de comparaison pour qu'ils puissent travailler un peu comme nous, humains, avec des comparaisons et donc des probabilités. Comment on a fourni les datas de ChatGPT et toutes les IA en général? Alors, ce n'est pas tout à fait clair, en fait, même pour les gens qui sont aujourd'hui à OpenAI, ils ne communiquent pas de façon très claire sur les données exactes. Ce qu'on sait à peu près, c'est que les datas de ChatGPT proviennent d'énormes sources d'articles de journaux, de romans, de scripts de films, de vidéos aussi de télévision, beaucoup de conversations en ligne, et aussi des sources comme Wikipédia. Donc Wikipédia, c'est un des éléments fondamentaux de ChatGPT. Et puis bientôt, les IA vont se nourrir de la masse immense du web. Mais comme je vous dis, on n'est pas sûr des sources pour l'instant complètement pour ChatGPT. C'est un peu comme si vous aligniez à peu près 800 km de livres, en gros un Marseille-Lille à peu près, je pense. Vous mettez tous ces livres-là à la queue leu, et c'est toute cette quantité-là de data que ChatGPT a pu ingurgiter pour avoir son modèle d'aujourd'hui. Pour être rapide, le modèle, donc, c'est de la génération de texte. Ça veut dire la probabilité que le mot suivant soit celui-ci. D'accord ? Alors, ça paraît incroyable. Des fois, on se dit, oh, l'IA, elle est super intelligente. En fait, non, l'IA, elle est très bête au départ. Elle vous donne juste, par rapport à un contexte, qui est donc le fameux prompt, qu'on va voir juste après, de façon précise, il donne les meilleures probabilités que le mot suivant soit celui-ci. Et grâce à ça, ça permet d'avoir aujourd'hui une qualité de réponse qui est parfois incroyable par rapport à des contextes qu'on lui donne. Alors, le prompt, ce qui est étonnant, c'est qu'à 1 an, on parlait de prompt, à part le prompteur, tout ça, pour lire un texte, mais le prompt, les gens ne connaissaient pas ce terme-là aujourd'hui, il est rentré dans le vocabulaire courant de beaucoup de gens. Alors, le prompt, c'est une façon de poser une question à l'IA, là en l'occurrence ChatGPT, pour avoir une bonne réponse. Alors, on dit souvent que le prompt, il faut le faire avec minutie, précision, concision. Donc, il faut des mots précis, il faut des contextes précis, il faut être spécifique dans ce qu'on lui demande. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous donne ici, c'est un moyen pour retenir très facilement, il faut que votre prompt soit correct. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai montré un prompt où je lui ai posé une question sur les philosophes. Vous avez vu que ce prompt donnait un contexte, un rôle à ChatGPT en tant que philosophe, une cible pour me donner en fait une réponse, moi en tant que client potentiel, à savoir peut-être pourquoi pas un public d'une conférence, et puis une tâche, c'est de me rédiger comme un devoir philosophique en fait, avec une introduction, un contenu, un développement et une conclusion. Donc il faut lui demander en fait des choses qui soient vraiment très précises,
Et vous voyez, ces 4 éléments-là, ce n'est pas les seuls, hein, mais ces 4 éléments-là sont des éléments absolument essentiels ici pour faire un prompt. Donc le contexte, le rôle réel qu'on lui donne, la cible qu'on veut toucher et la tâche qu'on lui demande. Alors vous allez voir dans tous les prompts que je vais faire, je vais en faire pas mal, j'ai pris pas mal d'exemples. Alors 3.5 est gratuite, ceux qui sont intéressés de prendre la version 4, elle est payante. Donc ça coûte 24 $ par mois en abonnement. Après, ça dépend un peu des options qu'on peut prendre, mais voilà, c'est environ 24 $ par mois. Le 4 est beaucoup plus puissant. À titre de comparaison, fin d'année dernière, fin 2022, on a fait passer en fait un concours d'avocat et de médecine à ChatGPT 3.5. Il a été reçu, mais dans les 10% les moins bons. Alors moi personnellement, hein, d'avoir le concours d'avocat et le concours de médecine dans les 10% les moins bons, moi je suis preneur tout de suite. Hein. Le 4, qui est sorti au mois de mars, donc quasiment 5 mois après le 3.5, lui, il l'a réussi en étant dans les 10% les meilleurs. Donc, il passe de 10% les moins bons aux 10% les meilleurs. C'est absolument énorme comme progression en l'espace de 5 mois. Et là, le GPT-5 va sortir fin d'année avec des progressions absolument incroyables. Alors lui, comme ses copains d'IA, il n'y a pas que ChatGPT, on en parlera après, il y a plein d'autres IA qui sont en train de sortir aujourd'hui qui sont extrêmement puissantes. On n'en voit ici que le début. Donc les IA génératives, comme ChatGPT, aujourd'hui, elles font beaucoup de choses. Elles rédigent du contenu, elles peuvent prendre des documents, analyser des datas, des données, elles font des tâches, elles peuvent proposer des résolutions de problèmes, proposer des problèmes de formation, faire du développement de code, faire de l'idéation, bref, faire beaucoup de choses. Alors, il y a Stephen Hawking qui disait que l'IA offre des risques et opportunités sans précédent. Vous allez le voir dans les process, c'est sans fin en termes de possibilités. Alors du coup, les écoles, elles ont un peu ce stress de se dire, mais comment, et c'est bien normal, hein, comment on va pouvoir faire une pédagogie avec les élèves à partir de la rentrée prochaine? C'est déjà le cas depuis maintenant quelques mois. Mais là, il y a vraiment une réflexion profonde de beaucoup de directions d'écoles, quel que soit le niveau des écoles, hein, pour essayer de se dire mais comment on peut faire de la pédagogie aujourd'hui en ayant ChatGPT ou d'autres IA qui permettent de pouvoir proposer des contenus sans fin et au-delà d'un copier-coller, de proposer du contenu qui est à chaque fois un peu différent avec des styles qui pourraient être le style de l'étudiant. Voilà. Alors ça, c'est un vaste débat. Donc, c'est un grand défi sur le plan pédagogique. Alors, quelques petites limites en termes de l'IA ChatGPT. Il y a quelques limites de compréhension pour l'instant. Hein, il ne peut pas comprendre certaines nuances ou des sous-entendus. Hein, le 3e, 4e, 5e degré. Oui, par exemple, si je vous dis on est 2, d'accord, et on n'est pas ensemble en ce moment. Et je dis, je sais que, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Eric, je dis, je sais qu'Eric pense que je sais qu'il y a telle chose que j'ai faite la semaine dernière. Vous voyez, il y a un côté un peu rebond de je sais qu'il pense que je suis, etc., etc. Ça, les IA aujourd'hui, elles ne sont pas capables d'avoir cette capacité humaine de rebond, de compréhension aussi subtile, pour l'instant. Donc, ça reste des choses qui sont, je dirais, premier degré, un peu comme l'humour, en fait. Hein, c'est vraiment très premier degré. Deuxième élément, c'est que parfois, il y a des réponses qui sont imprévisibles et qui sont incorrectes. On appelle ça des hallucinations. Alors, évidemment, ça peut arriver quand on lui mélange des choses et qu'il amène une réponse et il s'y perd. Alors, globalement, depuis 6 mois, j'en ai vu des choses qui étaient incorrectes et qui étaient donc des fameuses hallucinations. Mais quand on fait des prompts très pertinents, c'est quand même assez rare qu'on ait des hallucinations, sauf sur des sujets un peu exotiques. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et enfin, la sécurité. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui, la RGPD européenne notamment, qui est la réglementation européenne sur la sécurité des données. Ça pose plein de questions parce que ce qu'on peut demander, ce qu'on reçoit comme réponse, ça va où, c'est conservé comment, voilà. Donc, mais c'est en train aujourd'hui d'être, non pas d'être résolu, mais d'être discuté un peu partout dans le monde pour se dire comment on peut prévoir des sécurités renforcées et des cloisonnements en termes de data et de questions et des réponses. Alors, pour être dans le côté très pragmatique, concret, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans la plupart des entreprises, petites, moyennes, grosses et privées ou publiques, hein, peu importe. On n'a pas le temps, on gère trop de choses, on se sent un peu noyé par plein de tâches, on a plein de choses à faire tout le temps. Donc déjà, je voudrais, pour ceux qui m'écoutaient, je fais pas mal d'interventions sur l'IA, et souvent les gens me disent, à juste titre, on est angoissé parce qu'on a le sentiment que l'IA va nous prendre tout notre travail.
Déjà, il faut bien imaginer que l'IA, dans un premier temps, vous allez le voir, l'IA va permettre d'écraser toutes ces tâches que vous avez tous aujourd'hui, où vous vous dites ah, « j'ai pas le temps de voir un tel pendant 2 heures pour bien discuter. Eh bien, je vais passer qu'un quart d'heure avec lui. Je vais faire des choses un petit peu trop rapidement parce que je dois faire tel mail, une analyse, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais faire un slide PowerPoint. Bref. Donc l'IA, dans un premier temps, c'est ça qu'elle va faire. Elle va écraser des tâches répétitives pour libérer du temps pour faire des tâches à plus grande valeur ajoutée. Alors, des exemples, il y en a plein, plein, plein dans tous les domaines. Dans le market et le commerce, par exemple, création d'articles pour LinkedIn, de pouvoir s'organiser sur son référencement naturel, le fameux SEO, faire des argumentaires commerciaux, faire études de marché. Quand on est en RH, côté candidat, faire des lettres de motivation, préparer des entretiens. Côté recruteur, à l'inverse, faire des fiches de poste, analyser des entretiens, voir ce qui s'est dit, quel est le plus pertinent, etc. Je vais vous montrer des exemples là-dessus. En juridique, d'aider à rédiger, par exemple, des contrats de partenariat, de pouvoir faire des synthèses, des rapports d'activité de président, des sujets sur des thématiques comme les RGPD, la qualité, la RSE, aider dans l'enseignement, aussi bien les élèves que les enseignants, où les enseignants aujourd'hui peuvent beaucoup plus facilement qu'avant faire des programmes en lien avec des exigences RNCP qui sont exigences nationales, pour ensuite avoir des programmes bien découpés avec des nouveautés, etc. etc. Tous les process aujourd'hui sont en train de s'imprégner de l'IA pour le rendre service. Service aux usagers, je vous montrerai un exemple avec des emails. On peut dire qu'on a des milliers d'emails qu'on reçoit. Il faut qu'on analyse les comportements des emails, comment on peut répondre à chacun, etc. Dans le développement de code, l'IA aide à aller plus vite dans la création de code informatique, dans le tourisme, la logistique, la gestion des stocks. Enfin, je voulais vous montrer ici que tous les process, absolument tous, sont impactés dans la finance, le management, la direction, etc., etc. Alors, il y a un prompt que je ne montrerai pas, c'est celui qui est en bas à droite. Si ça vous intéresse, on pourra en parler ensemble. Évidemment, c'est une blague. Il n'y a pas de plan magique pour faire ce que est écrit en bas à droite. Même si l'IA, par un raisonnement que l'on peut avoir sur certains domaines, permet de débloquer certaines situations qu'on trouve difficiles, qui nous donnent en fait des potentielles actions sur différents domaines qui sont des problèmes en fait de process ou de produits, etc. Alors, sans plus tarder, on va faire des prompts, d'accord? Alors, désolé pour ceux qui sont déjà hyper experts en prompts. Dans cette première partie, j'essaierai de vous donner deux, trois choses, j'espère que vous ne connaissez pas. Alors, on va commencer des prompts simples, en lien avec ce qu'on voit ici. Donc, j'espère que moi, je suis un peu en aveugle avec vous. J'espère qu'ici, vous voyez bien mon écran. Alors, je vais faire ici un nouveau chat. Et donc, je vais ici proposer à ChatGPT de pouvoir faire une petite conversation avec lui. Alors, on va déjà commencer tranquillement. On va lui demander « Qui es-tu » ? Voilà, donc vous voyez, il répond. Alors, je ne vais pas relire à chaque fois toutes les choses. Je vais donc là commencer par lui dire « J'aimerais créer, moi, un article sur LinkedIn. » C'est assez basique, mais c'est un élément qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, LinkedIn est l'élément le plus important en B2B pour le côté prospection, pour faire du commerce. Donc là, je me dis, tiens, on va prendre le management de transition au hasard, comme on est aujourd'hui dans le contexte avec Delville Management. Je vais lui demander, connais-tu déjà le management de transition ? Connais-tu le management de transition ? Voilà, donc il a l'air de connaître ce management de transition, donc il explique ce que c'est. Voilà. Donc là, je me dis, j'ai envie d'écrire un article qui va parler de ce management de transition avec les grands avantages. Donc là, je vais lui dire, et vous allez voir comment je m'y prends. Voici le contexte, 2 points. Donc là, vous voyez ici, j'aime bien, moi, toujours commencer à lui dire, voici un contexte, voilà ce que je te demande, et voilà quel rôle tu peux avoir. D'accord ? Rappelez-vous tout à l'heure du prompt correct. D'accord ? Donc là, le contexte, je lui dis, je souhaite rédiger un article LinkedIn pour intéresser des entreprises sur le thème management de transition. Voilà, donc là, j'ai posé ma première règle. Je veux que tu te positionnes comme un expert
de ce domaine. Donc là, vous voyez, je lui fais endosser un rôle. C'est le rôle d'un expert dans le domaine du management de transition. Je souhaite un article de 20 lignes. Donc là, vous voyez, c'est ce que je veux avoir comme tâche. Je demande un article de 20 lignes. Alors donc, je lis le contexte, je veux un article LinkedIn pour le thème management transition. Il se positionne comme un expert de ce domaine. Je veux que tu sois très pédagogique. Voilà, donc là, je lui donne une intention, comme on dit, une couleur, une chaleur dans mon contexte. Et puis, je vais terminer en lui indiquant « Merci de mettre un accent sur avantages et opportunités du management de transition pour les entreprises. » Voilà, donc vous voyez mon prompt, il est fini. Et c'est parti. Donc là, en fait, il me propose ici du contenu. Alors là, il a un peu trop gros contenu. Fais-moi un article LinkedIn de 10 lignes qui résume ta réponse précédente. Alors, beaucoup de gens s'arrêtent au premier prompt. Donc là, ce que je montrais pour un deuxième élément, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter au premier prompt. Il faut faire un travail d'itération. On lui pose une question, puis on lui demande de repréciser ça avec tel élément. Exemple. Et met en avant 3 points essentiels. Donc, vous voyez, ça me permet ici de pouvoir lui demander quelque chose qui soit beaucoup plus pertinent. Voilà. D'accord? Donc, voilà pour ce premier prompt tout simple, qui est un article LinkedIn. Là, maintenant, ce que j'aimerais me dire, bon, mais très bien, je suis sur LinkedIn, j'ai fait un article sur le management de transition. Ce que j'aimerais faire, c'est faire un programme pédagogique. J'ai envie de faire une formation qui va durer 3 heures et qui parlera du management de transition dans un contexte particulier qui est, par exemple, pour les entreprises dans les services. D'accord? Donc là, deuxième exemple, je vais lui demander de me faire un programme pour préparer, en fait, comme une formation. Donc, c'est parti. Voici le contexte. 2 points. Je souhaite former des entreprises sur ce thème du management de transition. Donc là, encore une fois, c'est le contexte. Cette formation va durer 3 heures. Donc ici, je lui donne un peu le contexte. Il y aura une pause de 20 minutes. Propose-moi un programme qui détaille tous les points essentiels de ce thème, management de transition, avec les points forts et opportunités. Donc c'est parti. Et là, voilà, il me propose un programme. Alors, je ne vais pas le relire, hein, oui. Donc là, ici, il me fait tout le programme. Et en mettant évidemment le nombre de minutes passées pour chaque élément. Donc là, on est dans un programme pédagogique qui est intéressant. Maintenant, j'ai envie de lui donner une couleur complémentaire à ce prompt pour lui dire « Parfait, mais maintenant, donne-moi ce même programme en mettant l'accent sur une thématique RSE dans le management de transition. » Voilà. Et donc là, il me refait ici le programme en mettant une couleur particulière sur la RSE. Je peux me dire, ah oui, mais là maintenant, ce que je voudrais faire, c'est uniquement, on va avoir trop de gens différents. Je vais le faire, moi, dans le domaine des assurances, par exemple. Donc là, je vais faire un 3e ajustement. Je vais lui dire, propose-moi ce programme en ajoutant
des éléments en lien avec le secteur des entreprises en assurance. Voilà. Et là, c'est reparti. Il me refait le même programme, mais en lien avec la RSE, en lien avec la thématique, management de transition, et en lien avec les entreprises d'assurance. Voilà. Donc, il y a un côté un peu sans fin. Alors là, c'est un bon exemple, vous voyez. Là, il s'est arrêté un peu entre-temps. Ça peut arriver. Là, vous avez un bouton « Continue Generating ». Et donc là, ça lui permet de continuer les réponses qu'il peut apporter. D'accord? Très bien, donc je me dis, super. J'ai mon article LinkedIn que je viens de finir. 2, j'ai maintenant mon programme. On se fait la formation et j'aimerais bien pouvoir envoyer un questionnaire d'évaluation à mes participants. Donc là, je vais lui dire, voici le contexte, 2 points. Je souhaite envoyer après cette formation un questionnaire pour évaluer la compréhension dans tous ces concepts du management de transition en lien avec la RSE dans le domaine de l'assurance. Donc là, je lui ai dit que je voulais ici un questionnaire d'évaluation. Donc je vais lui dire qu'est-ce que je veux avoir. Je vais lui dire, propose-moi un questionnaire avec 10 questions en panachant des questions ouvertes et des questions fermées, et également des cotations entre 1 et 5. C'est parti. Et voici le questionnaire d'évaluation, questions ouvertes, questions fermées, qui me propose directement. Voilà, donc j'espère que pour ceux qui ne connaissent pas du tout ChatGPT, vous voyez bien l'immense intérêt. Là, en quelques instants, on a fait un article, on a fait un programme pédagogique, on a fait un questionnaire. Maintenant, je vais dire, je souhaite créer une page dans mon site Internet pour intégrer ce questionnaire. Donne-moi le code HTML et la feuille de style CSS que je puisse intégrer dans mon site web WordPress. Donc là, je lui demande de me faire carrément le code informatique, le code pour intégrer dans un site WordPress cette évaluation, un questionnaire qu'on peut après envoyer. Voilà. Alors, il s'est mis un petit peu en pause, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, ça peut arriver des fois, vous voyez, network error, ça arrive parfois, alors ce n'est pas très grave. Voilà. Donc là, vous voyez, je régénère en fait ma page. C'est intéressant comme ça de pouvoir vous montrer comment ça se passe. Je me remets ici sur mon dernier espace. Vous voyez, il conserve, si vous le souhaitez, il peut aussi le supprimer. Hein. Il conserve ici. Et voilà, donc là, vous voyez, je régénère ma question pour qu'il puisse repartir. Et là, vous voyez, il est en train de me créer le code HTML d'un côté et la feuille de style CSS de l'autre. Donc là, c'est très basique hein, ce que j'ai fait ici, mais c'est pour vous montrer que ça peut aussi créer du code pour faire du logiciel. Maintenant, je me dis, à présent, fais-moi un email pour inviter des entreprises pour participer à cette formation sur le management de transition et donner envie de s'inscrire. C'est parti, il va donc là me faire un email. Voilà, un email prêt à l'emploi que je peux envoyer pour donner envie à des gens de s'inscrire à mon programme que j'ai généré. OK? Maintenant, je peux lui dire, ce mail est trop long, divise par 2. Et là, il recommence en divisant par 2 le mail en mettant l'essentiel.
Vous voyez, donc alors, je vais vite, hein, mais ça permet comme ça de pouvoir vous montrer toutes les capacités. Maintenant, je vais faire quelque chose qui peut être parfois étonnant pour certains d'entre vous, mais vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça. Connais-tu Florence Foresti? Donc, il la connaît, hein, puisque ces datas, ça va jusqu'en septembre 2021, donc il connaît. Et là, refais-moi le mail pour inviter avec le style de Florence Foresti. Donc là, il analyse en fait tous les textes des sketchs de Florence Foresti et il reprend le mail et il le rédige à la façon de Florence Foresti. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible, voire impossible tout court, que de se dire « Ah, tu as fait ça avec ChatGPT ». Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux aussi lui dire « Fais-moi cette même réponse, mais avec mon style d'écriture ». Pour ça, en fait, il va se baser sur le style d'écriture que vous donnez. Vous voyez? Donc, en fait, c'est sans fin. Voilà, c'est sans fin. Alors là, évidemment, c'est le style d'écriture que dans le canal qu'elle a, qui est celui que j'ai donné à l'instant, de Florence Foresti, donc c'est normal. Mais si vous donnez du texte que vous avez vraiment créé par vous-même, et vous dites, voilà mon texte que moi j'écris tout seul, donne-moi un article, fais-moi un email, fais-moi, etc., etc. Et maintenant, rédige-le-moi à mon style d'écriture. Voilà, donc c'est vraiment très pertinent de pouvoir, et donc c'est indétectable de se dire, ben, on a fait ça avec ChatGPT. Alors maintenant, je vais vous prendre un exemple autre qui n'a rien à voir. Je vais aller chercher ici, conférence, je vais aller chercher ici 2 mails. Alors, vous voyez, je prends un exemple, c'est 2 mails que j'ai reçus. Alors, c'est pour des mails usagés pour une ville, mais ça peut être pour une entreprise, hein. Imaginez que vous ayez des milliers de mails, des mails d'information, de réclamation qu'on vous envoie. D'accord? Alors, moi, j'en mets 2 ici pour vous montrer le principe. Donc là, je vais ici copier mes 2 mails. Mais je vais vous donner mon contexte. Alors, c'est parti. Voici le contexte. 2 points. Je travaille à la ville de Nantes et je reçois régulièrement des mails des usagers. Je viens d'en recevoir 2. Voilà. Analyse le comportement positif ou négatif et dis-moi pourquoi pour chacun des mails. Et également, propose-moi un email de réponse pour chacun. Alors, il y a une chose que j'aime bien faire, moi, c'est de lui dire « As-tu compris ?» Parfait. Donc, vous voyez, il me demande de lui fournir les contenus. Donc là, j'ai fait copier et ici, je fais coller. Et hop, c'est parti. Donc là, il va m'analyser les 2 mails. Vous voyez, Eric négatif, pourquoi, ton agressif, menace, etc. L'autre, ton positif, pourquoi, etc. Et proposition de réponse de mail à Eric et proposition de réponse de mail à Emmanuel. Voilà. Et là encore, je peux lui dire, refais-moi ces réponses en mettant l'accent sur un effort écologique de la ville. Et elle refait mon email en mettant un élément particulier autour de l'écologie pour lui répondre. Donc, vous vous rendez compte de la puissance que vous avez pour faire des choses aujourd'hui, c'est absolument énorme dans cette capacité de rédaction. Autre exemple que je vais prendre, dans le côté candidat entretien. Je vais lui dire, voici le contexte, 2 points. Je suis directeur général d'une entreprise de fabrication de maisons écologiques en bois. OK. Je souhaite accélérer mon business et recruter un nouveau commercial que je veux enthousiaste, dynamique et aimant les nouvelles technologies.
Propose-moi une fiche de poste en mode tableau. Alors là, il a fait l'annonce en fait, hein, voilà. Donc là, il fait l'annonce, voilà. Et là, je vais dire, fais-moi cette fiche de poste en mode tableau. Voilà, donc là, il reprend, vous voyez, il me fait un tableau où il m'indique tous les éléments de la fiche de poste. Donc là, oui, j'ai fait une fiche de poste qui est liée à ma demande. Maintenant, je vais me dire, j'ai reçu ici des CV. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un entretien avec 3 candidats, Hugo, Abel et Lucille. Je copie ici ce que j'ai moi noté, un peu comme ça à la volée, hein, de mes entretiens. Je vais ici, dans ChatGPT, je lui dis, voici le contexte, 2 points. J'ai reçu 3 candidats. Donne-moi le nom du candidat qui se rapproche le plus de mon besoin. Je vais te donner les 3 résultats des entretiens. Toujours as-tu compris, qui est très intéressant à pouvoir mettre. Voilà, donc il a bien compris. Il me demande maintenant les entretiens. Je lui colle. Et voilà, et là, il va m'analyser en fonction de la fiche de poste qui a été faite juste avant, pourquoi tel candidat est plus pertinent qu'un autre et sur quel aspect. Donc là, je peux me dire, ben là, il me fait un texte, il analyse ça en rédaction. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ça comme ça. J'aimerais un tableau comparatif. Donne-moi un tableau comparatif avec les points positifs de chacun en format tableau. Et voilà, donc là, il me propose pour mes candidats et il me fait un mode tableau avec les forces de chacun. Et enfin, je vais terminer. Voici le contexte, 2 points. Je dois postuler à cette fiche de poste. Propose-moi un courrier de motivation que je pourrais envoyer au directeur général. Et là, c'est dans l'autre sens. Évidemment, vous le comprenez, si vous avez des éléments de contexte liés à votre expérience, ce que vous savez faire, des années passées dans telle entreprise, vos qualités, les soft skills, vos savoir-faire, etc., eh bien, il va faire aussi la lettre de motivation en fonction des éléments que vous lui fournissez. Donc, pensez bien à faire 2, 3, 4, 5 fois cet ajustement de contexte. Pour ceux qui connaissent bien ces notions de prompt, il y a des choses qui sont hyper intéressantes à rajouter. Vous allez voir, par exemple. Connais-tu la matrice Eisenhower? Donc, vous savez, hein, Eisenhower avait une matrice en fait avec 4 colonnes. Donc là, il le connaît. Vous voyez, tâches importantes et urgentes, importantes mais non urgentes, etc., etc. Donc là, je vais me remettre comme si j'étais le directeur général de l'entreprise. D'accord? Donc, je vais dire stop generating, c'est bon. Propose-moi cette matrice en tant que directeur général pour mettre en œuvre des actions pour le recrutement de ce nouveau commercial. Et là, il va prendre le contexte que j'ai indiqué depuis le début, hein, parce qu'il se rappelle de ce qu'on s'est dit. Et là, vous voyez, il me fait ma matrice Eisenhower en fonction de cette notion d'embauche en fait qui sont ici. Donc, c'est absolument sans fin. C'est absolument sans fin. Je vais vous faire ici un exemple et que vous ne devez pas connaître pour ceux qui connaissent les prompts, ou peu en tout cas. Imaginons que je sois sur LinkedIn. Je vois que le temps passe tellement vite, trop vite. Alors, je vais me dire, j'adore le profil d'une personne. Alors, je vais prendre l'exemple d'une personne que moi, personnellement, j'adore, Thierry Watley, qui est un conférencier professionnel d'une qualité absolument exceptionnelle. Et moi, je suis des posts à lui. Et je me dis, oh tiens, je vois dans ces postes-là, il a plein de postes. Et puis, dans ces postes à lui, là, je regarde ici, tac, tac, tac.
Donc, il fait des posts. Tiens, celui-ci m'intéresse, je regarde ici, puis je lis son post. Je dis, ah, c'est vachement bien. Il y a un côté très original dans comment il amène en fait un sujet. Et là, il parle d'architecture invisible quand il parle en fait de réunions de travail en interne ou en externe. Je me dis, c'est vraiment très chouette. Bon, là, vous voyez, je voudrais bien faire un post comme lui, dans ce principe-là, mais dans un sujet qui n'a rien à voir. Donc, ce que je vais faire, je vais lui demander qu'il me fasse en fait un reverse prompt. Ça veut dire quoi? Un prompt à l'envers, pour que je puisse en fait savoir comment je pourrais avoir la bonne question, le bon prompt, pour savoir comment je peux après rédiger. Donc là, vous voyez, je l'ai fait déjà ici pour gagner du temps. Je veux le reverse prompt de ce texte, qui est un article sur LinkedIn, pour créer un prompt détaillé, afin de faire pour moi un article dans le même style, mais qui parle d'un autre sujet, qui est la démarche RSE. Je vais te donner d'abord l'exemple de l'article, et tu me donneras ensuite le reverse prompt. As-tu compris? Donc là, je vais sur ChatGPT, je lui donne ça. Voilà, il a bien compris. Donc, il attend maintenant d'être nourri par l'article. J'adore, dans le style, mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, c'est un contenu RSS qui n'a juste rien à voir, mais j'adore le style. Je donne le chat, l'article, le post, et il me refait ici, vous voyez, avec ici, en fait, le prompt à l'envers, pour que moi, je puisse après poser la bonne question. Et en plus, là, comme je l'ai demandé, il va me faire l'article à la façon de l'article de Thierry que j'ai montré ici à l'instant. Donc, vous voyez, il peut y avoir des inspirations que vous ayez avec d'autres textes de d'autres personnes pour faire du mélange de contenu, de style. C'est absolument infini. Rapidement, et vous devez peut-être pour certains ne pas connaître. Là, je rentre, ce n'est pas dans Google, dans Chrome, c'est Google dans Edge. D'accord? Donc là, je suis dans Edge, navigateur Edge. Et dans Edge, moi, j'ai Bing. Et là, je peux me dire, tiens, j'ai un livre blanc. Je prends le livre blanc, je le positionne ici. Et paf, vous voyez ici, j'ai un livre blanc. C'est un livre blanc que moi, j'ai pu faire. Voilà. Et là, je peux lui demander, je peux lui dire, de quoi parle ce document? Parce que Bing, depuis quelques semaines, a intégré ChatGPT 4 dans le système. Et là, par cette méthode-là, on peut lui faire parcourir des documents. Et vous voyez ici, voilà, il m'explique qu'est-ce que c'est que ce document-là. Donc là, il est en train d'analyser et il me donne ici la synthèse. Voilà. Alors moi, je peux lui dire, super, donc ce document-là, c'est parfait. Donc moi, je vais lui dire, donne-moi en 5 points le résumé du document. Voilà, donc là, il va travailler un petit peu. Il va me faire les 5 points du document. Alors ce document-là, il fait une trentaine de pages à peu près. Oui, 32 pages, il fait. Voilà. Donc voilà, le document, il explique ceci, il explique cela. Donc voilà, il a tout lu et puis en quelques instants, il me refait ma synthèse. Maintenant, je vais lui dire, super, je vais lui dire, quel est le nom du rédacteur de ce document? Alors, est-ce qu'il va me trouver? Puisque dans page 2, vous voyez, regardez, enfin en page 3, j'ai fait un édito où j'ai mis mon nom. Ah, il n'a pas retenu ma réponse. Ma question, pardon. Alors, il l'a mis, pardon, édité par Neldarien. Très bien, très bien. Alors, vous voyez, OK, là, je peux lui dire, je peux lui demander, donne-moi plus de détails sur cet auteur. Comme ça. Désolé, CE2TE, c'est avec CET. Parce qu'il n'a pas compris. Alors, c'est pas grave, je vais dire ici, donne-moi plus de détails sur Emmanuel Derrien. Et donc là, la différence avec ChatGPT, c'est comme c'est lié à Bing, il va également faire des recherches sur Internet. Alors là, vous voyez, là il a trouvé ici un autre Emmanuel Derrien, parce que je n'ai pas mis en lien avec le document, peu importe. Et en fait, derrière ici, il fait des liens vers des sites web, il fait des liens vers LinkedIn, il fait des liens vers plein de choses. Autre chose que je peux lui demander, donc là, je vais quitter ça et je vais reprendre ici un autre Bing, comme ça.
je vais dire ici, sais-tu faire des images? Et là, Bing, également, comme il est lié avec DALL-E, qui est le laboratoire OpenAI pareil, là, je peux lui dire, fais-moi une image d'un arbre devant une entreprise avec le thème de la RSE. Donc, vous pouvez, dans Bing, également, lui demander de faire des images originales, comme DALL-E, comme Midjourney, etc., etc. Vous voyez, donc là, il est en train de créer des images originales qui existent nulle part sur Google pour pouvoir le faire. Et voilà, il me propose 4 images originales qu'il est en train de faire ici directement. Pour finir ce côté prompt, ici, ChatGPT, je vais faire ici nouveau chat. Il y a une nouveauté pour ceux qui sont aujourd'hui avec ChatGPT 4 qui le payent. Il y a ce qu'on appelle des plugins. Donc, dans votre paramétrage ici, vous avez des plugins possibles. Avec ici, vous voyez, Beta Features, plugin, que vous mettez à oui. Et dedans, dans ChatGPT, pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, on peut le connecter à plein de plugins incroyables. Et par exemple, à des plugins pour aller sur le web. Alors, c'est le cas ici, vous voyez, dans les plugins. Quand je reprends ici les plugins par défaut, je peux chercher en fait d'autres plugins. Je peux me dire ici, moi, je voudrais un plugin, vous voyez, World News. C'est un des items que j'ai mis ici. Donc, je choisis le plugin que je veux générer ici dans mon chat. Là, c'est World News. Et là, je vais lui dire, donne-moi les dernières évolutions de la guerre en Ukraine. J'étais un peu trop vite, désolé. Donne-moi les dernières évolutions de la guerre en Ukraine. Et là, il va se plugger au web. Donc, vous voyez, utiliser ce petit plugin qui est extérieur. Ils sont en train de travailler tous les deux. Alors, c'est beaucoup plus long que ChatGPT classique. Et paf, c'est parti. Et voilà. Et donc là, en fait, il prend tous les articles les plus récents. Donc là, il prend Le Monde, par exemple. Il peut prendre des articles de plein de choses. Évidemment, vous le comprenez. Hein. Là, on va le laisser un petit peu travailler. Mais s'il met, par exemple, 8, 9, 10 éléments, on peut lui dire, maintenant, tu me fais un résumé dans mon style d'écriture qui parle des avancées uniquement de l'armée ukrainienne dans telle chose, peu importe, vous voyez. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Les IA se connectent à tout et on peut tout leur demander sur tous les sujets. Là, ça ouvre en fait des portes absolument incroyables sur tous les sujets. Parce que c'était encore un des problèmes aujourd'hui d'alimenter ChatGPT par le web. Et bien aujourd'hui, ça y est, c'est fait par Bing, par ChatGPT ou d'autres IA. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre et que les plugins qui sont dans ChatGPT aujourd'hui, ils sont dans plein de domaines différents pour y mettre des PDF, des Excel, pour qu'ils puissent se dire les datas pour les comprendre tout seul. Donne-moi le tarif le plus important parmi des dizaines de milliers de lignes sur Excel. C'est absolument infini. Bon, là, je vais l'arrêter. Je vais terminer. Alors, vous voyez, hein, il donne aussi carrément à l'intérieur maintenant des images qui sont liées en fait à. Alors, c'est le 4 hein, qui fait ça. Pour terminer, parce qu'il faut que je termine, donc, ChatGPT 4 et 5, on parle d'options sur la suppression des historiques. Il n'y a pas que ChatGPT aujourd'hui. Vous avez compris qu'il y avait notamment la Bing avec IA, c'est ChatGPT, mais vous avez aussi Bard avec Google. Et puis là, est en train de sortir depuis quelques semaines Mistral AI, qui est une entreprise française qui a levé 105 millions d'euros, pour lesquels la France a beaucoup, beaucoup d'espoir pour cette fin d'année, pour avoir un ChatGPT-like français qui soit aussi puissant que ChatGPT. Là, ici, il y a plein de concurrents aujourd'hui, Bloom, etc., qui sont des concurrents de ChatGPT, notamment Hugging Face, dont j'en ai parlé. Il y a Claude aussi, hein, qui est une IA d'Anthropic. Il y a de plus en plus d'IA qui concurrencent ChatGPT. Moi, je pense, c'est personnellement que je pense ça, dans 2 ans, dans 3 ans, je pense que ChatGPT sera un parmi 10, parmi 20, parmi 50, parmi 100 IA potentielles sur étagère, gratuites ou payantes. L'IA dans Bing, donc je vous l'ai montré. Je vous ai dit que l'IA pouvait aussi créer des images. Alors là, on l'a fait avec Bing, qui utilise Dolly, mais on peut aussi faire avec Midjourney, qui est un autre outil concurrent qui fait des images incroyables, complètement originales.
Et le text to slide, tout à l'heure, vous avez vu du texte qui se génère pour faire des rédactions, mais on peut aussi se dire, je prends du texte, je le mets dans des outils comme par exemple beautiful.ai ou bien Tommy, et je lui donne mon intention, je lui dis, ben, fais-moi cette slide qui parle du management de transition pour avoir un PowerPoint sur cette slide. Je lui envoie ça et paf, il me fait un PowerPoint de cette slide avec tout le contenu. Et bientôt, on l'aura dans Google Slide et également dans PowerPoint. C'est pas bientôt, c'est déjà fait. Et vous aurez dans PowerPoint ce qu'on appelle PowerPoint Copilot, comme dans Excel, comme dans Word, pour vous aider de l'IA dans toute la bureautique. Il y a également de l'IA sur la création de contenu en termes de chansons. Vous voyez, là, c'est Jay-Z qui chante. Sauf que ce n'est pas Jay-Z qui chante. C'est une IA qui a généré la voix de Jay-Z avec la même fréquence de Jay-Z. Là, c'est un exemple de logiciel qui crée des vidéos de formation avec un avatar qui est le vôtre et qui, en fait, n'est pas vous. Vous envoyez juste une photo de vous avec comment vous étiez pris dans tous les contextes et ça vous génère une vidéo comme si on vous avait filmé, vous envoyez du texte et ça parle pour vous. C'est absolument dingue. J'invite à regarder par vous-même, ça s'appelle Synthesia. Ça va très, très loin en termes de création de vidéos. Microsoft Copilot, j'en ai parlé à l'instant. Toutes les applications comme Snap, TikTok, qui vont intégrer leur IA pour que notamment nos adolescents puissent se dire « Ah, super, moi je prends mon IA et c'est mon IA qui va répondre à la place de moi sur les différents éléments. » Et pour terminer, un tout petit focus de 2 minutes. L'IA s'intègre et c'est le futur dans quelques semaines, quelques mois pour toutes les solutions logicielles, tous les outils que vous avez aujourd'hui. Que ce soit en CRM, SIRH, compta, tous les outils vont intégrer l'IA. Alors, moi, par exemple, je suis CEO d'un logiciel qui gère la stratégie. Et donc, ça génère des prompts automatiquement dans l'outil. Alors, le plus simple, c'est que je vous montre à quoi ça ressemble. D'accord ? Ça permet de pouvoir alimenter par plein de bonnes réponses sur tous les sujets. Alors, je vous le montre en 2 secondes. Et après, on pourra passer aux questions. Donc là, je vais rentrer ici sur l'application. Et là, je rentre sur l'application qui permet de pouvoir gérer la stratégie d'entreprise avec les différents projets, plans d'action, indicateurs, etc. Donc là, vous voyez, j'ai une stratégie d'entreprise, commerce, administration, SI, etc. Et je me dis, tiens, en marketing, j'ai des projets, comme par exemple faire un site web, etc. Donc, je peux me faire aider. Si je mets les bons axes et que je mets le bon SWOT dans chaque axe, il peut me dire, Emmanuel, en tant qu'IA, je te propose les meilleurs projets potentiels dans le cadre de ton axe stratégique marketing, dans la mesure où tu as telle faiblesse et telle menace dans ton SWOT, voici ici les meilleurs projets dans ton activité que tu pourrais faire. Et là, il me propose les meilleurs projets. Donc là, on est sur le côté macro. L'outil, c'est comme si on avait un consultant dans sa poche sur tous les sujets, hein, RH, compta, informatique, direction, marketing, etc. On a absolument en macro cette capacité à alimenter la stratégie d'entreprise. Et pour finir, le côté micro, ce n'est pas uniquement dans le côté je crée ma stratégie avec l'outil Enjoy Your Business qui m'aide à avoir les meilleurs projets dans ma stratégie. Je peux dire, j'ai nommé Emmanuel pour améliorer le site web. Puis moi, Emmanuel, je ne connais pas grand-chose. Hein. Moi, le site web, l'améliorer. Alors, j'ai mon équipe. Je mets à jour le projet par cette mise à jour guidée. Et là, je me fais pousser dans le dos par l'IA. Quelles pourraient être les faiblesses éventuelles dans mon SWOT d'un projet, améliorer le site web? Et là, l'IA me donne les meilleurs éléments dans mon SWOT. Alors, ça ne veut pas dire que l'IA fait tout à ma place, hein, mais l'IA m'inspire, me donne les meilleurs exemples. Et là, comme vous le comprenez maintenant que je vous ai montré les prompts tout à l'heure, c'est que nous, on envoie avec l'outil des prompts qui peuvent parfois faire 50 lignes, 100 lignes, 150 lignes, en donnant tous les contextes. Et là, vous voyez, j'ai les meilleurs éléments de faiblesse potentielle dans le cadre de mon SWOT, dans le cadre de mon projet, dans le cadre de mon axe, dans le cadre de la diminution ou réduction de mes faiblesses et des menaces dans mon entreprise, qui a quelle activité, etc. etc. Donc là, oui, c'est une faiblesse potentielle. Et là, c'est sans fin. Je ne vais pas le faire pour tous, hein, mais par exemple, pour l'idéation, c'est pareil. Mes meilleures idées proposées par l'IA. Donc, imaginez des séances de brainstorming, mais c'est boosté x10, x20 par l'IA qui propose les meilleures idées d'amélioration dans tous les projets. Idem pour les fameux OKR, Objectif Key Result, Objectif Résultat Clé. Je crée des objectifs et là encore, propose-moi les meilleurs indicateurs, quantité ou pourcentage, pour atteindre mon objectif qui est ceci, dans le cadre de mon projet, dans le cadre de la réduction ou suppression de mes faiblesses, dans le cadre de mon activité, etc. Et là, vous voyez, il me propose les meilleurs
indicateurs potentiels pour prouver que j'ai atteint mes objectifs. Ce que je vous montre là, ça fonctionne pour tous les sujets. Ça signifie donc qu'on est capable d'avoir dans l'outil tous les projets, absolument tous les projets dans tous les domaines, commerce, SI, RSE, RH, pour tous les sujets. C'est comme si on avait un consultant expert dans sa poche pour tous les sujets, qui non seulement aide à la stratégie et aide derrière à l'animer, à l'exécuter par les groupes de projets qui n'ont pas besoin de passer des heures et des heures à faire trop d'idéation. Ils sont poussés dans le dos par l'IA qui donne plein d'inspiration et après, esprit critique, analyse, filtrage pour y mettre les meilleurs éléments, meilleures actions, meilleurs indicateurs, meilleures idées. Je suis passé vite, mais je vais vous montrer un exemple que je maîtrise bien parce que c'est mon outil, un exemple très concret d'intégration de l'IA dans des outils métiers. D'accord? Et ça marchera pour tous les logiciels. Un logiciel qui n'intègre pas l'IA dans 2 ans, il sera mort. Voilà, et bien pour terminer, je vous passe la parole pour les questions. Un petit élément de réflexion. Ça, vous voyez, c'est Geoffrey Hinton. Il a travaillé pendant des années chez Google. C'est le père de l'IA chez Google. Et bien lui, il dit quoi? Il dit les futures versions de cette technologie pourraient être un risque pour l'humanité. Une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie. C'est lui qui le dit. Hein. C'est le parrain de l'IA, c'est le père de l'IA chez Google. Ça, c'est le côté négatif. Côté positif, ça, c'est Yann Lequin, qui est français, qui est le boss hein, chez Meta aujourd'hui, hein, Facebook, c'est Meta, de l'IA. Alors lui, il dit que l'IA, en tant qu'amplificateur d'intelligence humaine, pourrait être à l'origine d'un nouveau siècle des Lumières. Ça recoupe avec ce qu'on a dit tout à l'heure avec Rousseau et compagnie. Lui, il pense qu'on est à l'avènement d'une nouvelle période absolument considérable. Voilà, et donc je vous laisse me poser des questions dans la conférence. Vous avez questions-réponses. Posez des questions et je vais essayer d'y répondre au maximum à partir de maintenant, en vous laissant pour ce soir, pour réflexion dans votre lit. La réflexion finale, c'est est-ce que l'humain sera juste augmenté par l'IA ou est-ce qu'on sera aussi trop assisté? Et si on est trop assisté, est-ce qu'on ne pourra pas avoir un côté un peu régression ou dégradé? De toutes les façons, ce qu'il faut faire, c'est anticiper pour ne pas subir. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute attentive. J'essaie de vous donner le plus possible d'éléments pour que vous puissiez avancer dans tout ça. J'espère que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est absolument énorme tout ce qui est en train de se passer par rapport à l'IA. Bien, eh bien écoutez, je vais basculer pour voir les questions que vous pouvez proposer. Alors, on parlait de… Alors, je vois, le replay de l'échange sera disponible? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que comme je vais extrêmement vite et je donne plein de choses, ça vaudrait le coup que vous puissiez en effet faire une petite pause. Les dangers de l'IA, alors je prends un peu en vrac, hein, des dangers de l'IA, ça revient assez souvent. Les dangers, ils sont multiples. Ils sont notamment liés au fait que, moi je dis souvent que c'est la revanche des cols bleus sur les cols blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de limite. Et c'est que le début. Clairement, l'IA, aujourd'hui, répond à 3 qualités qu'on avait, nous, humains, depuis la nuit des temps. Capacité de connaissance. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel humain qui est hyper fort sur tous les sujets, l'IA sera meilleur que lui, au moins aussi bon, mais meilleur que lui, parce qu'il y a la connaissance du monde entier. 2, l'analyse. Un humain qui est hyper expert dans la connaissance et qui est capable de faire l'analyse entre les différents éléments qu'il a en connaissance, va faire des choses hyper pertinentes. C'est ce que fait l'IA. L'IA, ce n'est pas juste un perroquet. L'IA prend son contenu, fait de l'analyse, fait des liens, et derrière, 3e qualité humaine, on sait rédiger. Et bien l'IA, vous avez pu voir comment elle rédige. Elle bat tous les humains dans cette rapidité de rédaction. Elle ne le bat pas dans la qualité rédactionnelle. Il y a des gens qui rédigent très très bien, de façon très, très subtile. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'IA n'est pas arrivée au niveau de subtilité de rédaction, mais elle va très très loin. Alors, pour tester gratuitement tout ça, moi, je vous invite à aller sur ChatGPT 3.5 qui est gratuit, avec un compte Microsoft ou un compte Google, ou d'utiliser dans Edge, que dans Edge, hein, Bing, pour pouvoir voir comment ça fonctionne. C'est absolument infini. Pourriez-vous être plus spécifique sur la façon que j'ai intégré l'IA à mon logiciel? Oui, c'est très simple.
Aujourd'hui, on parle d'API. L'API, ce sont des outils de connexion entre un logiciel et puis une application tierce. Donc, nous, on a intégré dans l'outil Enjoy Your Business une API pour que notre outil envoie les fameux prompts à l'IA pour qu'elle nous envoie les meilleures réponses et qu'on délivre de façon très rapide aux users la meilleure stratégie, les meilleurs plans d'action, les meilleurs indicateurs, etc. etc. Et donc, c'est une API qui connecte. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, tous les logiciels. Demain, pour un CRM, vous aurez l'IA pour dire à Jean-Claude, qui est le commercial, Jean-Claude, aujourd'hui, il faut que tu commences par tel prospect et tel prospect, parce que ceci, parce que cela. C'est une proposition, mais moi, en tant qu'IA, par rapport aux data qu'on a et par rapport aux priorités, il vaut mieux que tu commences par tel prospect. Donc, les IA vont être à 100% dans toutes les applications. Pourquoi ChatGPT a été le premier à le lancer et pourquoi Google, etc. Il y a tellement de questions qui arrivent. Pourquoi c'était les premiers à dégainer? C'est une très bonne question. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que OpenAI a été cofondé par Elon Musk dans le but de proposer, un peu comme ça à la Terre entière, c'était un peu le principe, d'où OpenAI, open, ouvert, ce qui n'est pas trop ouvert d'ailleurs aujourd'hui, mais OpenAI pour se dire, on ouvre l'IA générative à tout le monde, de façon un peu gratuite. Et puis Elon Musk s'est pas retrouvé là-dedans, parce qu'il a vu que Microsoft arrivait très vite. Microsoft a remis 10 milliards de dollars là-dedans, et Microsoft a imposé à OpenAI que OpenAI puisse être dans toutes ses couches logicielles, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Et donc OpenAI a dégainé le premier, mais OpenAI a dégainé le premier alors que les autres quasiment étaient tous prêts. Hein. Les Chinois sont prêts depuis maintenant 4-5 ans, Bard avec Google sont prêts depuis des années, Bloom avec l'INRIA, qui est donc français, hein, avec des serveurs incroyables qu'il y a aujourd'hui sur Saclay, près de Paris, et sont prêts depuis maintenant 4-5 ans avec un chat GPT qui ressemble, qui s'appelle Bloom. En fait, aujourd'hui, il y a une dizaine de solutions qui existent, sauf que ChatGPT, avec OpenAI, a dégainé le premier. Et en fait, ils ont surpris tout le monde à se dire, allez hop, allez-y, c'est ouvert et c'est gratuit. Et la différence avec les autres, c'est qu'ils ont mis les moyens incroyables côté serveur pour que les prompts qu'on envoie par milliards tous les jours, ça puisse marcher. Pourquoi je vous ai fait une démonstration qui a à peu près marché et qui a été assez vite? Parce qu'ils ont des serveurs incroyables. Ça leur coûte aujourd'hui près de 1 million de dollars par jour pour faire marcher tous les prompts de tous les serveurs. Comment être sûr que l'IA ne se fonde pas l'analyse sur des informations erronées, fake news, etc. C'est une excellente question. C'est un lien avec aussi, c'est aussi un lien avec les dangers de l'IA. C'est qu'aujourd'hui, avec OpenAI, en version novembre et mars, on est sur des datas qui sont liées à des datas entre guillemets sécurisées et entre guillemets vérifiées ou avérées. Wikipédia en fait partie, sauf qu'il y a des articles Wikipédia aujourd'hui qui ne sont pas vérifiés. Ce sont des articles assez nouveaux. Et donc, ChatGPT peut très bien être en lien avec un article Wikipédia de 2020, qui est un article sur quelque chose qui est avec peu d'experts, qui n'a pas été vraiment vérifié et qui est faux. Eh ben, l'IA peut halluciner à vous proposer des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et puis, alors, demain, imaginez, avec l'ouverture vers le web, ce qui est en train de se faire, donc connexion à des sites web avec des fake news, avec des articles, donc de l'information biaisée, donc des réponses fausses. Donc, c'est aujourd'hui un immense chantier. Et moi, je crois beaucoup à ce que dans les mois qui viennent, des IA vont être proposées, ce que moi, je vais avoir avec mon outil, évidemment, qui vont être cloisonnées sur des serveurs et qui n'aura uniquement que des datas qui sont véritables, plus des datas de l'entreprise pour être dans un vase clos avec la puissance de l'IA générative, mais sans avoir des datas qui seraient des datas de fake news ou des datas qui seraient des datas erronées. Désolé si je ne réponds pas à toutes les questions. Hein. Alors, peut-on sur le sujet, on peut se former. Je vous invite à aller sur des vidéos YouTube. Il y en a tellement aujourd'hui. Méfiez-vous des experts sur l'IA dans le contenu. Vous voyez, alors je vous ai parlé pour vous dire un peu le côté deep learning, tout ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Par exemple, moi, j'aime regarder des films sur Netflix. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui sait faire des films. J'aime jouer aux jeux vidéo. je ne sais pas faire des jeux vidéo. Ben, l'IA, c'est pareil. L'IA, c'est un moyen pour faire des choses. Pas besoin d'être un expert IA pour utiliser l'IA. Et beaucoup de gens aujourd'hui font, peut-être parmi vous, certains le sont comme ça, se disent, mais oui, mais moi, pour faire l'IA, il faut que je sois geek. Mais pas du tout. L'IA aujourd'hui, jamais il y a une techno aussi facile. Jamais. Vous avez pu voir avec ce que je vous ai montré comme exemple. C'est absolument incroyable.
Alors, combien ça coûte? Alors, mon logiciel, alors, je vous invite à me contacter sur enjoyyourbusiness.fr ou sur LinkedIn, Emmanuel Derrien. Mais je répondrai à des choses, parce que là, c'est l'importance côté IA. Non pas que je ne vais pas vendre mon outil, bien au contraire. Mon outil Enjoy Your Business est vraiment fait pour structurer, piloter, animer la stratégie et la vivre correctement sur cette nouvelle approche de gestion de projet. Mais contactez-moi par enjoyyourbusiness.fr et puis je pourrai vous envoyer les éléments. Donc, je pense que je ne vais pas m'avancer à 100%, mais je pense qu'il y aura un replay qu'on vous enverra. Un rattrapage technologique des GAFA par un projet français. Oui, c'est le cas aujourd'hui. En fait, soyez rassurés tous qui m'écoutez. L'Europe et la France en particulier, on aura notre IA, clairement. Et les IA, elles vont se découper en tranches sur des IA génératives par secteur, par process. Il y aura des IA spécialistes des RH, des IA spécialistes de marketing, des IA spécialistes en environnement, des IA spécialistes, comme pour nous, en gestion de la stratégie des projets et indicateurs. Donc, il y aura des IA qui vont être spécialistes de plein de choses, d'accord? Et des IA, comme ChatGPT, qui seront globales. C'est le cas déjà de Bloom, de Mistral AI, qui va sortir ça en début d'année prochaine. Donc, on va être bien lotis. Après, la question est de savoir, c'est pas que nous, on ne soit pas capable en France ou en Europe de proposer la même chose que les Américains. Sur le plan de l'algorithme, la différence, c'est la capacité des serveurs. Aujourd'hui, on est largement en retrait sur la capacité des serveurs de faire ces fameuses réponses aux prompts qu'on nous envoie. Aujourd'hui, il n'y a pas un data center en Europe capable de pouvoir répondre à la masse de centaines de millions de prompts quotidiens que OpenAI est capable de répondre. Aujourd'hui, tous les serveurs en Europe tomberaient. Donc ça, c'est un problème parce que faire des salles, ça coûte 20 à 30 millions d'euros pour faire des salles serveurs qui répondent à tout ça. Donc c'est beaucoup d'argent. Quand vous voyez que Microsoft a mis 10 milliards et que nous, en France, on a mis 1,5 milliard sur un plan triennal avec en plus derrière des comptes privés, enfin, on est complètement à la rue côté investissement. Comment sont protégés les droits d'auteur quand tous les mix deviennent possibles? Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est ça qui est complètement perturbant, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré des images qu'on peut faire ou du texte. Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est ce que vous proposez, c'est ce que vous avez comme demande que vous faites, que vous recevez la réponse. Ça vous appartient quelque part demain. Voyez, donc, c'est sans fin. C'est sans fin. Quand est-ce que l'IA va être couplée à des robots physiques? J'essaie de lire rapidement parce que ça va tellement vite. L'IA est déjà couplée à des robots physiques. Regardez Sophia, par exemple, sur Internet, qui est la première, d'ailleurs, citoyenne en Arabie Saoudite, qui est un humanoïde. Elle a été citoyennisée, on va dire, il y a 3 ans, 4 ans. De plus en plus, aujourd'hui, les gens de la robotique, qui créent des robots, ont intégré l'IA. Et donc, le fait d'avoir un robot avec de l'IA, c'est à nos portes, dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elon Musk veut faire, comme pour Tesla, il veut faire en fait un robot qui puisse être à la maison. D'ores et déjà, faites des économies, ça sera autour de 20 000 $ pour avoir un robot chez soi qui puisse un peu tout faire, et notamment la conversation, qui va arriver dans 5 à 10 ans. Les réponses sur GPT sont-elles meilleures en français ou en anglais? Clairement en anglais. Parce qu'il y a beaucoup plus de data en anglais. C'est pour ça que les data françaises qu'il va y avoir, qui vont servir notamment à Mistral AI, qui vont arriver dans les prochains mois, vont être très pertinentes. Mais clairement, aujourd'hui, les réponses, elles sont mieux en anglais. Après, elles sont traduites en français automatiquement, mais on va dire que ChatGPT répond un peu à l'anglo-saxonne, ce qui est très bien dans tous les domaines, quasiment. Mais parfois, ça ne correspond pas. Ces milliards de dollars servent-ils aussi à continuer à développer les applications d'IA et pas seulement les serveurs? Ouais, ça sert aussi à ça. Mais alors, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire peur pour ceux qui m'écoutaient sur l'IA. Mais aujourd'hui, on est qu'aux prémices. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé du quantique. Les serveurs quantiques vont créer des puissances de calcul incroyables. Aujourd'hui, vous prenez les plus gros serveurs qui existent, qui font de l'IA, qui génèrent ces IA génératives. Et demain, vous prenez le quantique qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas trop, mais c'est du très court terme. On va faire x10, x100, x1000 en capacité de calcul. Et donc, les IA vont s'auto-générer. Les IA vont s'auto-améliorer de plus en plus vite. Et là ça s'emballe. Moi, je le vois depuis 6 mois. Toutes les 15 jours, tous les mois, ce qui se présente est hallucinant en termes d'évolution. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui en 1 mois d'évolution, avant il fallait 1 an. C'est absolument incroyable. A-t-on une idée de… Alors j'ai vu passer le côté énergétique, ça sera une catastrophe énergétique pour ceux qui se disent mais l'énergie dans tout ça. Clairement,
les data centers pour les IA. C'est pour ça qu'il faut faire des clouds souverains, et comme nous on peut faire aujourd'hui en France. Et donc, vous qui m'écoutez, si vous êtes en côté SI, si vous êtes RSE, si vous êtes LNR, label numérique responsable, choisissez d'abord des solutions souveraines, au moins européennes, pour pas que ça parte aux États-Unis ou dans des clouds qui sont hyper loin. Voilà, des solutions souveraines, c'est mieux. Mais au-delà de ça, ça consomme beaucoup d'énergie, et l'IA va consommer beaucoup d'énergie. On dit que dans les 3-4 ans qui viennent, on va doubler quasiment l'énergie nécessaire pour alimenter l'énergie pour l'IA en tant que telle. Donc, ça va être considérable. Et l'aérien va diviser par 2 dans les 5 ans ses gaz à effet de serre. Et dans le digital, ça va être x4 dans les 5 ans qui viennent. Ça va être absolument considérable. Les régulations, c'est compliqué. On est qu'aux prémices de tout ça. La RGPD n'est qu'une réponse très partielle. C'est en train de bouger en Europe. Le problème, c'est que si on bouge trop vite, si on va trop loin dans la régulation, on va s'empêcher des opportunités de business. Donc, c'est le grand écart. Et aujourd'hui, il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte. Tout le monde peut se prendre en open source des composants d'IA sur des gros serveurs et se faire de l'IA générative et ne pas avoir le biais qu'a aujourd'hui OpenAI avec ChatGPT. Si vous dites à ChatGPT, dis-moi comment on fait une bombe, vous allez voir la réponse. Ce sera, ben non, pas possible. Si vous prenez, je ne vais pas vous dire des noms, mais il y en a aujourd'hui une dizaine de black IA, on appelle ça, des IA un peu comme le dark web. Ce sont des IA qui sont dans le côté obscur. Mais l'IA, c'est le reflet, c'est le miroir de l'humain. Donc le meilleur et le pire. Parfois, c'est dans le pire qu'on est le meilleur, hélas. Et donc l'IA nous ressemble. Et donc forcément, l'IA va être dans le dark aussi. Il y a déjà des IA dark où vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'IA et c'est horrible parce qu'elle vous répond sur tous les sujets et même les plus terribles. Voilà. Et donc là, c'est trop tard. La boîte de Pandore a été ouverte. On me fait signe qu'il est 20h. Et comme on avait dit 1h30, 18h30, 20h. Alors désolé, il y a tellement de questions sur tout ça, mais c'est un sujet, on pourrait en parler toute la soirée. Donc, merci pour votre écoute, votre présence, et j'espère que je vous donne un peu de valeur dans tout ça. Alors, merci infiniment Emmanuel pour tes lumières, qui nous a montré un bel aperçu des capacités de l'IA de ChatGPT, qui devrait nous bousculer, mais aussi bien évidemment nous accompagner sur de nombreux sujets. Évidemment, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère, chez Delvin Management, et passez tous une très très belle soirée. Au revoir. Au revoir.